ils se sont fait décimer. On a vu apparaître des drones lance-flammes. À 10 mètres, pendant 100 secondes, vous pulvérisez 1000 degrés. Une des raisons de l'échec des Russes face à Kiev, c'est en fait l'absence d'initiative. Ce qui est vraiment marquant dans ce conflit, c'est qu'il n'y a plus de zone sûre. Avis personnel, les territoires perdus ne peuvent pas être reconquis. Je passe un quartier libre avec un colonel de réserve qui est un observateur militaire et expert du conflit russo-ukrainien. Il revient d'ailleurs du terrain en Ukraine et je vais lui poser une question simple sur ce qu'il a observé. Qu'est-ce qui change dans la guerre et ce qui ne change pas? La guerre en Ukraine est-elle vraiment une révolution tactique ou un back to basics? C'est ce qu'on va voir avec le colonel Reicher. Vous êtes dans Quartier Libre, le podcast du soldat qui interroge des leaders civils et militaires. Et je suis le capitaine Brault, B-R-A-L-T. Et maintenant, c'est parti pour ce Quartier Libre avec le colonel Reicher. Quartier libre. Bon, colonel, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes un colonel de la réserve, mais auparavant, vous avez été officier d'actif. Vous avez notamment commandé le 501e régiment de chars de combat. Après, vous avez occupé un certain nombre de positions dans l'état-major. Actuellement, quel est votre métier? Alors mon métier, enfin ou plutôt notre métier, parce que c'est un travail d'équipe, consiste à rendre visible et expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les guerres et les conflits en cours. Là, l'idée dans ce podcast, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la guerre en Ukraine représente une vraie révolution tactique, une révolution stratégique? J'aimerais qu'on dise ce qui a changé par rapport au conflit précédent, ce qui va intéresser tous les officiers, les sous-officiers, les militaires du rang et au-delà, les civils qui s'intéressent à ces sujets. Donc ce qui a changé, et deux, ce qui n'a pas changé dans la guerre, les choses qui survivent, parce que peut-être parfois on exagère le caractère, la rupture que représente ce conflit dans l'histoire du fait guerrier. Donc le premier sujet dans les travaux que vous publiez, notamment au commandement du combat futur, c'est le sujet de la juxtaposition. Vous dites que le conflit en Ukraine, c'est un conflit avec de la juxtaposition. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, la réponse à la question « tout change, rien ne change ». C'est-à-dire que ce que nous avons observé depuis plus de 3 ans, énormément de choses ont été bousculées, voire bouleversées, et simultanément, nous observons des vieilles recettes, des choses qui, en fait, depuis 20 siècles, se passent comme ça dans les guerres et les conflits. C'est sur la question de la juxtaposition. On dit il y a les tranchées, les bombes, les drones, et il y a aussi Signal. Est-ce que ça c'est nouveau? Qu'est-ce qui change là-dedans? En fait, ce qui est très nouveau, c'est même au-delà de la juxtaposition, c'est en fait ce mélange entre des pratiques, des savoir-faire, qui sont celles du soldat depuis des années, voire des siècles, et de la high-tech, de l'utilisation de moyens, comme on utilise tous les jours, dans le civil, notamment des moyens de communication, mais pas que. Et en fait, vraiment une des caractéristiques de cette guerre-là, c'est ce mélange entre ces deux choses. Alors, une des premières caractéristiques qui nous vient à l'esprit sur comment ce conflit change, c'est la question du soutien aérien. Aujourd'hui, il n'y a aucun des deux camps qui n'a la suprématie aérienne. Donc, comment ça se passe sur le terrain? Donc en fait, ça ne vole pas, ou ça vole très très peu. Donc déjà, pour se rendre là-bas, il faut se rendre en train ou en voiture. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que ça impacte non seulement tout ce qu'on avait l'habitude de recevoir par la troisième dimension, notamment tous les appuis, mais ça impacte aussi beaucoup le soutien santé, l'extraction des blessés, et puis leur acheminement vers l'arrière, si tant est qu'il y a encore un arrière. Donc là, quelque part, on est dans l'inverse de cette focale sur le high-tech dans ce conflit. Il y a une réorganisation de ces chaînes logistiques qui maintenant doivent se passer de l'aérien. Et donc ils se réorganisent, j'imagine, un peu à l'ancienne, où il y a eu de la reconstruction de chaînes logistiques, de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Alors disons que traditionnellement, en fait, la logistique, en tout cas du côté ukrainien, s'appuyait, même avant le conflit, beaucoup sur les infrastructures civiles. Donc les infrastructures routières, ferroviaires, hospitalières. Et en fait, c'est cette caractéristique-là qui a été renforcée par la guerre. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, par exemple, si on revient à l'extraction des blessés, comment je vais chercher un camarade qui, au contact, a été blessé, ça change beaucoup. Ça change dans le tempo opérationnel, ça change dans les moyens que je vais utiliser, ça change dans le nombre d'hommes que je vais consacrer à cette mission. C'est une manœuvre,
c'est un mode d'action qui est différent. Vous pouvez me donner un exemple sur la manière dont l'Evasan se déroule, Bah, l'évacuation sanitaire? L'exemple, premièrement, il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que si on prend sur 24 heures, il y a 2 créneaux qui sont privilégiés. Ce sont la demi-heure qui précède et qui suit le lever du soleil et la demi-heure qui précède et qui suit le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 heures-là, les voies jour et les voies nuit, notamment des drones, sont les moins performantes. Intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Juste là-dessus, oui, en fait, la technologie, le robot oui. est moins performant dans sa reconnaissance à ces moments-là de la journée. En fait, les moyens de vision technologique, puisqu'en fait, il fait ni jour ni nuit, Ouais, donc en fait, c'est la souvent bascule. ou parfois l'opérateur va hésiter, voie jour, voie nuit, voie jour, voie nuit. Donc en fait, c'est pas si facile que ça. C'est intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend aussi beaucoup de la météo. Est-ce que la nuit est claire? Est-ce qu'en journée, le ciel est couvert? Est-ce que c'est nuageux? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il neige? Donc en fait, cette conjonction de facteurs va en fait réduire beaucoup le temps où je vais pouvoir aller chercher mon blessé. Donc de là, il y a plusieurs moyens. Euh, il va falloir le faire, entre guillemets, patienter. Donc peut-être à distance, faire un premier diagnostic, essayer d'envoyer avec des machines de quoi le faire tenir, ne serait-ce que eau, nourriture, voilà, C'est là qu'il y poser. a des ravitaillements par drone. S'il peut y avoir des ravitaillements par drone aérien, par drone terrestre, il y a aussi maintenant des robots terrestres, qui sont soit, si le blessé est en mesure de se mouvoir un petit peu, en fait, il peut se mettre tout seul sur une espèce de bannette, et ensuite, le drone terrestre va le poser sur une plateforme et va l'extraire, ou alors avec un système de crochet, donc qui est verrouillé sur le gilet de combat, et là, en fait, le drone va le tirer comme ça, au sol, pour au moins le mettre à couvert. Chaque fois, des drones qui sont pilotés par directement C'est ça. des soldats qui sont en arrière du terrain, ou ça reste de la gestion proche de la zone de contact? Non, non, ça peut être assez loin de la zone des D'accord. contacts. Ça peut être assez loin de la zone des contacts. Voilà. Donc ça, ce sont des moyens, on va dire, technologiques. Et pour en revenir à la juxtaposition, eh bien, on voit réapparaître, par exemple, de l'évacuation sanitaire par train, le retour des trains hôpitaux. Voilà, des choses qui, nous, en fait, dans notre carte mentale, avaient un petit peu disparu, où on dit, mais non, ça, on n'en a plus besoin, ça, c'est obsolète, la tech va tout régler. Ben non, la tech ne va pas tout régler. Voilà. Ça me rappelle, il y a quelques années, mon commandant d'unité m'avait fléché pour aller sur un stage de gestion justement de convoi en train. Et à l'époque, j'avais un peu fait du mauvais esprit en disant mais ça sert à quoi ce truc? Je ne vais pas l'utiliser en mission. Et là, bon, c'est bien ce type de piqûre de rappel pour nous rappeler que des moyens peuvent nous sembler obsolètes à un moment ou à un autre de notre formation. Et en fait, si on continue à les étudier, c'est pour une bonne raison. Donc le retour du train sur le terrain. Juste sur les Evasan, il y a quelque chose qui m'a marqué dans vos travaux, parce que pour les civils, ils ne se rendent pas compte, je pense, de l'hybridation et comment les mondes civils et militaires sont connectés. Vous avez mentionné l'achat massif de tourniquets, de garrots tourniquets sur Temu, le site qui ressemble à l'Amazon chinois. Ça, je trouve que c'est quand même un des signaux qui montre qu'on a un peu changé de monde. Voilà. Alors ça, en fait, c'est un exemple qui est vraiment intéressant, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un taux d'amputation chez les soldats ukrainiens énorme. Donc en fait, on a étudié ça, on en a aussi parlé avec nos homologues, et on s'est aperçu qu'il y avait une utilisation, voire une surutilisation, en fait, de matériel médical non homologué par le service de santé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un défaut de drill, c'est un défaut d'instruction, d'entraînement et de formation. Et notamment le garrot tourniquet, donc pour éviter une hémorragie, il y a des techniques particulières de pose et surtout de dépose. Donc ça a été observé. Et les deux camps apprennent très très vite. Donc en fait, ils ont réagi en mettant en place des cours de formation, un centre de médecine tactique, en distillant le retour d'expérience dans les unités, etc. Et voilà, c'est le genre de choses que nous avons observé et qui a été rapidement
corrigé. Alors l'échelle, je ne sais pas comment, mais qui a été rapidement corrigée. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les soldats, les civils achetaient eux-mêmes leurs propres C'est ça, garrots tourniquets, c'est ça, donc ces espèces d'anneaux qu'on met autour de la jambe, qu'on c'est serre comme ça. ça, et ils l'achetaient sur Internet, quoi. Donc en fait, ils achetaient sur Internet, ou alors c'était de bonne volonté fabriqué, Ouais, avec des élastiques non conformes, avec ouais, des pièces en plastique qui pétaient. Et donc en fait, il y avait des poses de garrots tourniquets, et puis au bout de 2 ça heures, servait à rien. voilà, Ok. ça servait à rien. Ah ouais, c'est catastrophique et c'est intéressant ce type de retour d'expérience parce que quand on est loin, quand on est en France, on ne peut pas s'imaginer que c'est ça les problématiques sur le terrain. Et en plus, un chiffre donc, que j'ai vu passer, et je crois que c'est le président ukrainien lui-même qui disait qu'il y avait, c'est combien, 350 000 blessés au combat pour l'armée ukrainienne, quelque chose comme ça. Donc énormément de blessés, et d'où le sujet sur les garrots. Euh, je reviens à la juxtaposition. Donc on a tranché bombe, drone. Pourquoi signal? En quoi signal est sur le même plan que ces trois éléments traditionnels de la guerre dont on vient de parler? Alors ça, c'était un slogan, on va dire, Ouais. un petit peu fort pour voilà, appeler l'attention. Ça rentre dans ce que nous, on appelle l'adaptation des normes, Mm. et notamment, là, puisqu'on parle de Signal, ou on pourrait parler d'Element ou de WhatsApp, ou voilà, d'autres moyens. Euh, il s'agit en fait d'utiliser de manière complètement désinhibée, libre de la technologie civile par des militaires en opération. Donc nous avons des manuels d'emploi, nous avons des schémas de transmission où on voit apparaître les logos Signal, on voit apparaître les logos WhatsApp, parce que ça va plus vite, ça se change beaucoup plus facilement, et c'est aussi peut-être beaucoup plus agile que les télécommunications militaires classiques. Mais évidemment, comme je l'ai dit, eh bien, en fait, il y a une adaptation, voire une dégradation des normes de sécurité informatique. Alors, qu'est-ce que vous me recommanderiez de ce point de vue? Parce qu'en métropole, dans le service français, je sais qu'on est souvent confronté à cette question du rapport entre la sûreté des moyens de communication et leur agilité, la vélocité de l'information, les choses que vous venez de dire. Euh, Eux, sur le terrain, les Ukrainiens, les Russes, ils font quoi? Est-ce qu'ils ont renoncé à la sécurité de leurs informations? Est-ce qu'ils permettent à leurs soldats, mettons à leurs officiers, de communiquer par ces moyens? Quelle est la doctrine actuellement sur ce sujet? Alors la réponse à cette question, comme à beaucoup d'autres, ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment un des grands enseignements de l'étude de cette guerre, de l'observation de ce conflit, c'est qu'en fait le pragmatisme l'emporte sur le dogmatisme. Le pragmatisme, le principe de réalité va l'emporter sur ce qui est écrit, sur ce qui est normatif, sur ce qui est préétabli. Donc par exemple, il n'y a pas de... Si on raisonne avec notre carte mentale, on pense attribution de moyens de télécom par niveau. Donc entre la compagnie et le régiment, entre le régiment et la brigade, etc. On raisonne comme ça. Eux, pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voir une tablette d'un opérateur drone, donc on va dire au plus bas des niveaux, et dessus... Qui est l'équivalent du grenadier voltigeur aujourd'hui, quasiment. De l'opérateur, voilà, et dessus de base. vous aurez eh bien, l'icône WhatsApp. Et peut-être qu'après-demain, ça sera l'icône Signal ou d'un autre moyen de télécom. Donc c'est à la fois un non-choix, c'est-à-dire que s'ils n'utilisent pas ces moyens, eh ben, ils vont communiquer beaucoup moins. Et deuxièmement, c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque qui est assumée. Parce que, en fait, il y a un tel volume que quand bien même ça pourrait être intercepté, traduit, etc., face à la montagne de données, ben, peut-être qu'on passe à travers. Je continue sur les armes. Donc, on a découvert, en tout cas le grand public a découvert l'utilisation des drones dans ce conflit, qui est un vrai game changer. À côté de ça, il y a ce débat permanent sur il faut des drones pas chers et laisser tomber les hautes technologies très coûteuses. Vous, en revenant du terrain, quel est votre avis sur cette question qu'on entend beaucoup? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, une tentative de définition. C'est-à-dire qu'en fait, un drone, c'est finalement trois choses. C'est un porteur, c'est une liaison et c'est une charge. Donc déjà, vous pouvez jouer sur ces trois paramètres-là. Voilà. Ensuite, c'est multimilieu. C'est-à-dire que par exemple, les Ukrainiens ont abattu en mer Noire 2 hélicoptères des forces armées de la Fédération de Russie et également 2 avions avec des missiles air-air
qui était installé sur du drone naval. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu replanter le décor du drone. Si on prend du high-tech, low cost, en nombre et vite, si on prend ces 4 paramètres-là, le principal, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'il me faut du matériel en quantité très rapidement. Donc je ne veux pas le téléphone, je ne sais pas quelle génération, dans 3 ans. Non, demain, tu me donnes le plus possible. Donc en fait, le point d'équilibre entre le high-tech, vite, pas cher et en nombre, il me faut d'abord du matériel le plus vite possible. Après, la boucle de rétroaction, il faut bien comprendre que la plupart, si on parle des drones, la plupart du matériel qui est utilisé, c'est à la base du matériel qui est civil. C'est du matériel qui est civil. Donc, en fait, l'adaptation, que ce soit le hard ou le soft, elle est quasiment permanente. Donc, en fait, par exemple, une couche d'intelligence artificielle qu'on va trouver dans un drone, peut-être que dans 4 semaines, ça va être une couche d'intelligence artificielle qui sera différente. D'accord. Et il y a certaines armes qui, en tout cas c'est je pense la perception grand public, certaines armes nous sont apparues tout à coup obsolètes. Vous-même, vous avez parlé dans un document que vous m'avez partagé du nouveau rôle de motos qui reviennent sur le champ de bataille et qui deviennent des menaces pour des engins qui nous paraissaient indestructibles auparavant, des grands chars d'assaut. Là aussi, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne change pas du point de vue de ces armes motorisées? Alors, le chapeau général, et ensuite je reviendrai aux motos, mais le chapeau général, c'est ce qu'on appelle l'absence de sanctuaire. Donc, ce qui est vraiment marquant dans ce conflit, c'est il n'y a plus de zone sûre. C'est l'absence de sanctuaire. En fait, on peut se faire taper, et se faire taper durement n'importe où. Donc, quand on a dit ça, le premier so what, la première déduction, ma survie, c'est la dispersion. Ma survie, c'est la dispersion. Alors, on a tous en mémoire, le 24 février 22, donc les forces armées de la Fédération de Russie se précipitent sur Kiev par la 3e dimension, tentative de saisie de l'aérodrome d'Hostomel, et puis au sol, il y a des colonnes qui arrivent. Et ça, c'est les colonnes de la guerre d'avant. C'est-à-dire, c'est ce que les Russes appellent des BTG, ce que nous, on appelle des groupements tactiques interarmes. En fait, ce sont des gros régiments. Et ils se sont fait décimer. Parce qu'ils se sont fait canaliser, parce que très peu d'initiatives, parce qu'ils sont tombés dans des embuscades. Dans certains rapports, on voit cette phrase, mais qui est assez significative, des grosses vaches attaquées par des loups. Voilà. Mais ils apprennent vite. Alors, qui étaient les grosses vaches et qui étaient les loups? Dans ce cas-là, les grosses vaches étaient les forces armées de la Fédération de Russie, et les loups étaient les Ukrainiens. Ils apprennent très très vite, des deux côtés. Mais ce que je voulais dire, c'est les grosses vaches, c'est donc on va dire les tanks, les gros engins. Ce sont les unités. D'accord. Ce sont les unités. Et donc, pour revenir aux motos, plus le conflit allait dans le temps, plus les pions tactiques qui ont été employés ont été petits. C'est-à-dire que maintenant, la menace, c'est de l'infiltration d'une équipe, 4 packs, 2 packs, etc. Pourquoi? Parce qu'une notion qui est importante, c'est la notion de cible non rentable. Il n'y a plus de sanctuaire, il faut que je sois dispersé, et une fois que je suis dispersé, eh bien il faut que je devienne une cible non rentable. C'est-à-dire que pour l'ennemi, non, ne t'intéresse pas à moi, ne me consacre pas des moyens, n'essaye pas de me détruire, je ne vaux rien, je ne sers à rien. Et donc l'emploi des motos, et là on parle de motos thermiques, ce n'est pas les motos électriques, on parle de motos thermiques pour aller porter le feu de l'autre côté de la ligne, c'est aussi dans ce but-là. Alors c'est une approche très clinique, mais voilà, si je perds, eh ben, en fait je perds 3, 4 hommes et 4 motos. Je ne perds pas un char qui coûte des millions, ou je ne perds pas 3 véhicules de combat d'infanterie. Mais eux, ils sont capables de bien désorganiser l'ennemi, ils sont capables de mener des actions, elles, rentables. Alors, ils sont capables de mener des actions, ils sont capables de semer le doute, de mettre un peu de brouillard dans la tête de l'adversaire en disant, ben oui, il s'infiltre là, il ne s'infiltre pas là, on peut quand même porter le feu aussi. Voilà. Ils sont capables de renseigner. Donc en fait, dans ce que vous décrivez, il y a quand même 2 game changers qui sont importants.
auparavant, enfin, en tout cas ce que j'ai appris à l'école, on a 3 espaces de bataille, le close, le contact, la ligne de front, le deep, où là on est derrière les premières lignes ennemies et on cherche à renseigner, à taper notamment par de l'artillerie, et le rear qui est ma propre zone, mon arrière, où j'ai mon soutien, etc. Et le rear était une zone sanctuaire, et là ce que vous dites, c'est que ça n'existe plus, on est tapé même dans ces zones dont auparavant on pouvait dire elles étaient safe. C'est ça. Donc première chose qui change vraiment, c'est cette répartition du champ de bataille. Et la deuxième chose, là dans les principes de la guerre que j'ai Oui. toujours appris, qui est cette idée de la concentration des forces. Donc là, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pourquoi la concentration des forces était importante avant et en quoi elle n'est plus importante aujourd'hui? Alors, en fait, la vraie question à laquelle le chef doit répondre, c'est comment est-ce que je vais concentrer mes efforts sans concentrer mes moyens, ou sans trop concentrer mes moyens. À mon sens, la question tactique est là. C'est-à-dire qu'il y a un point d'équilibre à trouver entre j'engage, mais pas trop. Si ça marche, si je perds en fait pas trop. Donc en fait, c'est comment je vais en fait combiner les moyens. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans cette réflexion, c'est comment je vais en fait combiner les moyens humains et de la tech pour en fait concentrer mes efforts. Alors, Le challenge est là. et juste pour que ce soit un peu plus visuel pour moi, justement, comment on fait pour concentrer ses forces sans concentrer ses moyens? Parce que jusqu'à présent, enfin, moi, si vous me posiez cette colle, jusqu'à présent, j'aurais pensé que c'était impossible, que d'habitude, on va dire la doctrine, la manière de faire, c'est très simple. On concentre ses moyens, on met tous ses armements à un endroit pour effectuer une percée. Donc là, c'est quoi les jauges que le chef militaire a dans sa main pour être capable de jouer sur ces deux tableaux? C'est-à-dire qu'en fait, à parité, avec les pions tactiques qu'on a toujours connus, la notion de rapport de force, telle qu'on nous l'enseigne, telle qu'on l'enseigne encore, reste valable. C'est-à-dire que voilà, pour défendre, il faut être à X contre Y, pour tenir, il faut être à Y contre Z, etc. Ça n'a pas trop changé. Mais ce qui a changé, c'est au niveau des moyens que vous pouvez employer, au niveau des menaces. Je prends plusieurs exemples. On a vu apparaître des drones lance-flammes. C'est-à-dire qu'en fait, vous installez un lance-flamme sur un drone. C'est puissant. C'est-à-dire qu'à 10 mètres, pendant 100 secondes, vous pulvérisez 1000 degrés. Donc ça, vous en avez 3 ou 4. Ça, vous pouvez concentrer à un moment votre effort sur tel objectif que vous avez spoté, sans pour autant consacrer énormément de moyens, puisque ça coûte $1500 pièce. Sur les drones maintenant, qui est un peu devenu dans le débat l'alpha et l'oméga, j'ai lu que les drones, c'est 80% d'échecs dans les actions qu'ils mènent, mais en même temps 80% des destructions sont effectuées par des drones. Est-ce que vous croyez que bientôt on va pouvoir se passer d'humain? Est-ce qu'il va y avoir, en fait, la dronification va atteindre un tel point que finalement l'humain va sortir de l'équation guerrière? Alors, l'humain ne sortira pas. L'humain n'est pas sorti. Premièrement, le drone ne vole pas tout seul. Ouais. Même si maintenant, on observe des essaims de drones, même si on est capable d'agréger donc un drone qui est piloté avec un certain nombre d'autres qui sont en fait automatisés par rapport à celui-là, ça reste piloté. Si on prend les exemples des drones FPV, c'est-à-dire ceux qui se pilotent avec des lunettes immersives, généralement, c'est une équipe. C'est-à-dire qu'il y a un chef de mission qui a une tablette avec une vision un peu macro. Il y a 1 ou 2 pilotes, parce qu'en fait c'est fatigant visuellement, nerveusement, physiquement. Et puis il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, comme il y a toujours une charge, il y a ce qu'ils appellent un opérateur ou un artificier qui, lui, va poser la grenade, va poser la caméra ou va poser autre chose. Et tout ça, pour l'instant, c'est manuel. Pour de fabrication industrielle, c'est du bricolage. Alors la fabrication, il y a une forme de passage à l'échelle. Mais il y a bien un moment où il faut en fait sortir de la tranchée, courir, aller poser son engin et le faire décoller. Et ensuite, la mission, très généralement, derrière la mission, il y a de l'intelligence humaine. À la fois une appréciation de situation, et puis c'est une utilisation d'une arme comme on utilisait avant.
Sur ce nouveau champ de bataille, je voudrais qu'on parle des véhicules, au-delà des motos. Vous avez commandé un régiment de chars de combat. Quelle est sa place aujourd'hui aux chars de combat sur ce champ de bataille? Alors, aujourd'hui, enfin même hier d'ailleurs, la ligne des contacts est figée. Donc, par rapport à cette ligne, on va dire 10, 15 km de chaque côté, rien ne bouge. Donc, dans cette zone-là, il n'y a pas de manœuvre tactique à proprement parler. En fait, il n'y en a pas. Voilà. Parce que, encore une fois, tout ce qui sort un petit peu longtemps est frappé. Maintenant, le char, comme d'autres moyens, le char est souvent utilisé en tir indirect. Donc, il n'est pas fait pour ça, mais il peut le faire. Et donc, en fait, alors, vous voulez dire qu'il devient de l'artillerie, en fait? Pour le dire vite. Il devient de l'artillerie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du tir courbe, et c'est utilisé de cette manière-là. Voilà. En fait, on le maintient pour revenir à nos espaces de bataille, donc le contact, la zone dans la profondeur et la zone de soutien derrière. Finalement, il reste derrière, alors qu'avant, il était en première ligne. Alors, il faut quand même un petit peu l'avancer un moment, parce qu'en tir courbe, c'est pas non plus l'artillerie, ça va pas à 50 km, mais il n'y a pas de manœuvre tactique au sens où on l'entend de manière traditionnelle. Vous pensez que ça va revenir, ça? Je pense qu'il faut garder à l'esprit, quand on observe ce conflit, à mon sens, aucune conclusion n'est définitive. Ça ne vole pas, il n'y a pas d'hélicoptère. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'aviation légère, de l'armée de terre? Évidemment, non. Mais à un moment donné, avec des conditions précises, ce n'est pas utilisé. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne le sera pas. Je me disais qu'un des exemples qui permet de dire ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça bouge peu et que ce type de moyens de très haute valeur ne sont pas déployés, c'est ce qu'on a beaucoup appelé la transparence du champ de bataille. Alors d'abord, vous la remettez un peu en question en disant il y a bien une transparence du champ de bataille, on va y revenir. Mais avant ça, ça ne veut pas dire que dans le prochain conflit, elle sera là, cette transparence du champ de bataille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? De la transparence du champ de bataille, c'est une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que l'observation est permanente et que tout est vu tout le temps, ce qui n'est pas vrai. Si on prend ne serait-ce que la ligne des contacts, c'est 1200 km. Deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos des évacuations médicales, il y a des facteurs de météo, de luminosité, etc. Et puis, surtout, les vieilles recettes continuent de fonctionner. Donc la déception, la diversion, tromper l'ennemi, la surprise, elle est toujours possible. Elle est toujours possible. Sous quelle forme, par exemple? Vous avez un exemple de tactique qui a pu être utilisée là-dessus? Alors, des exemples, il y en a plusieurs. Il y a par exemple l'utilisation de matériel gonflable, y compris avec des dispositifs thermiques. Et donc en fait, le drone ennemi observe, il pense que c'est l'équivalent d'un missile patriote, donc il va se focaliser là-dessus, il va distraire des moyens pour aller le détruire, et en fait, ce qui a été détruit, c'est un château gonflable. Donc les maquettes, les fakes, ça c'est toujours fait. Ce qui est nouveau, et là aussi, c'est avec la technologie, c'est qu'on est capable quasiment immédiatement de voir si ça mord à l'hameçon. Je prends un exemple, les canons à son. Donc les canons à son, à terre ou sur un véhicule, vous avez un pick-up avec un énorme haut-parleur. J'ai vu une photo de ça. Ouais. Voilà. Et là, on passe, surtout de nuit, des bruits de véhicules, des bruits de chenilles, des bruits de soldats, etc. Ça, on sait faire, et je dirais à la limite, c'est vieux comme le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif-là, il peut être couplé, par exemple, avec de la veille de réseau Telegram ennemi. Donc là, pour voir si ça prend. Quasiment en direct, on est capable de voir, ça mord pas, et vous avez vu les comptes rendus, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'ennemis qui bougent dans ma zone. En fait, non, c'est un camion avec 2 personnes. Donc ça continue à bien fonctionner. Et ça m'amène à un autre grand sujet sur est-ce que ça change par rapport aux guerres précédentes, le rôle des civils. Qu'est-ce qui change et qui ne change pas dans la guerre en Ukraine? Alors le rôle des civils, et notamment au début du conflit, dès le 24 février 2022, le rôle des civils, il était fondamental. Nous pensons que la Russie, en fait, a mal apprécié, estimé la réaction de la population.
nous pensons qu'en fait les Russes croyaient que la population allait être neutre, voire favorable. Ce qui n'a pas du tout été le cas. La population a pris les armes, s'est défendue, et la nation en armes, ça a été un exemple très très concret. À Kiev, dès les premiers jours du conflit, donc 24, 25, 26 février 2022, suivant les sources, il y a entre 18 000 et 25 000 fusils d'assaut qui sont distribués à la population, pour peut-être 10 millions de cartouches. Un autre exemple, Ukravtodor, qui est un petit peu c'est les gens qui s'occupent des routes, des infrastructures routières, etc., sur leur groupe Facebook, sur leur groupe WhatsApp, ont appelé leurs employés à démonter les panneaux de signalisation pour en fait tromper l'ennemi, et donc que l'envahisseur qui arrive à tel carrefour soit un petit peu désorienté, perde du temps, et donc derrière le convoi s'empile, ça crée du trouble, et voilà. Je suis allé dans une localité qui s'appelle Irpin. Donc à Irpin, on est à peu près à 30 km du centre de Kiev, à 30 km de la place Maïdan. Donc nous sommes sur la rive droite du Dniepr. Et ils ont mis en place un parcours de mémoire, et notamment pour mettre en avant comment la population s'est défendue, comment la population a lutté contre l'envahisseur russe. Et notamment, il y a un endroit qui s'appelle le checkpoint Girafe, et qui était un checkpoint tenu par des civils. Et donc l'appellation en anglais est très explicite. Voilà, ce checkpoint a été tenu par des citoyens ordinaires. D'ailleurs, dans le podcast, j'ai reçu un soldat ukrainien, je mettrai la vidéo en description, qui me parlait aussi de toutes ces femmes, beaucoup, qui fabriquaient aussi des drones notamment, qui sont chez elles, et le soir quand elles ont un peu de temps, 1 heure, elles fabriquent des drones, ou elles fabriquent des engins qui vont rejoindre le front. Donc est-ce qu'on peut toujours dire qu'il y a une séparation entre le monde civil, les soldats au front? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une séparation entre le front même et le reste du pays? Alors à mon sens, il n'y a pas de séparation. Aucune. Non. Il n'y a pas de séparation. Il y a des militaires d'active, il y a des militaires de réserve, il y a en fait des volontaires des formations territoriales. Les citoyens en armes, voilà, des citoyens en armes. Il y a des processus de formation, de maintien au niveau qui sont mis en place, d'acquisition de nouveaux savoir-faire, voilà, d'unités anti-drones, comme par exemple les sorcières de Boutcha, qui sont composées quasiment exclusivement de femmes, qui également sont des mères de famille, ont leur travail la journée, et puis la nuit montent la garde, utilisent un certain nombre de moyens pour lutter contre les drones. Pourquoi on les appelle comme ça? Ce sont c'est le nom de guerre. C'est le nom de guerre, c'est ça. J'aimerais qu'on parle de l'innovation, parce que vous vous intéressez beaucoup, notamment à la boucle entre on utilise un moyen, des contre-moyens sont développés par l'ennemi, où on se rend compte que ce moyen a des défaillances, on cherche à l'améliorer pour améliorer son efficacité. Comment ça remonte, comment ça nourrit l'état-major et tous ceux qui organisent la production des armes? Est-ce que là, pareil, il y a des game changers, ou alors est-ce qu'on est dans la stratégie old school? Alors, il n'y a pas vraiment de game changer, parce que en fait, sinon, un camp l'aurait vraiment emporté sur l'autre. Ouais. Personne n'a réussi à prendre l'ascendant là-dessus. Mais c'est effectivement en permanence le glaive, le bouclier, le glaive, le bouclier. Ce qu'on a vu apparaître de plus en plus, ce sont les drones filaires. Puisqu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le drone, un des 3 paramètres, c'est la liaison. Et donc, si elle est immatérielle, c'est-à-dire radio ou GPS, ça peut tomber. Donc, de plus en plus, on utilisait des drones filaires qui sont en fait guidés par fibre optique. Donc vous avez une bobine de fibre optique qui est soit sur le drone, soit à terre, et finalement, c'est ni plus ni moins qu'un missile philo-guidé. Mais ça peut porter à 20, 25, 30 km. Donc le glaive, le bouclier, ce moyen est mis en place. Que voit-on apparaître? Des tunnels anti-drones, notamment faits à partir de manière un petit peu artisanale, à partir de filets de pêche, des montants en bois, et avec ça, on protège des routes, on protège des axes log, on protège des voies de communication. Est-ce que la route, elle va être littéralement entourée de filets pour empêcher les... D'accord, intéressant. C'est ça. Donc vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de poteaux en bois, et par-dessus, ils mettent des filets de pêche, et ça, ça empêche les drones d'aller taper sur la route.
plus autour, tous ces véhicules et ces chars qu'on voit qui se transforment en hérissons, C'est ça. entourés par des câbles, vraiment pour empêcher les drones d'arriver. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est cette bascule du drone radio-opéré vers le drone filaire qui a permis à la Russie de reprendre un ascendant dans cette guerre, non? Alors localement, oui. Localement, oui, mais tout de suite, il y a des contre-mesures. Ouais. Voilà. Et puis après, c'est aussi une question de nombre. Le nombre compte, donc combien je suis capable d'en mettre sur le terrain, à quel moment. Voilà. Et concernant la boucle de rétroaction, il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que chez les Ukrainiens, le niveau de commandement, c'est très, très décentralisé. Enfin, très, très décentralisé. Je m'explique. Le niveau clé, c'est le niveau brigade. Le commandant de brigade, il a toute l'attitude pour recruter, il peut lever des fonds, il a son budget. Et donc ça aussi, si quelqu'un va lui dire, non, mais telle pièce, on pourrait la changer, ou là, je peux en avoir 100, et on l'installe de telle manière, voilà, ça va s'effectuer de cette Qu'est-ce que manière. vous voulez dire, il lève des fonds? C'est-à-dire que vous avez des affiches, la 123e brigade, vous avez un QR code, vous flashez, et vous pouvez mettre... Donc, il fait du crowdfunding, le général de brigade, pour ça. utiliser un bon mot français. C'est ça. Littéralement, il appelle aux dons dans sa zone d'action. Oui. Incroyable. Voilà. Et donc, le général de brigade, quelque part, il a en fait de bout en bout, il est capable d'avoir les financements qui arrivent et le lien direct à ces hommes, la boucle d'itération dont vous avez parlé. Et on a d'ailleurs des exemples de brigades qui ont émergé, qui ont dépassé les autres grâce à ce système plus décentralisé. Alors, on a des exemples, on ne va peut-être pas les citer ici, mais en fait, on a des exemples. Et ils ont aussi un système. Donc là, c'est une approche qui est très, très froide, mais ils ont aussi un système de bonification en fonction des cibles qui ont été traitées. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de classement. Voilà, tiens, j'ai targeté tant d'ennemis, donc je passe devant l'autre, etc. Ils évaluent leur brigade en fonction, j'imagine, de leurs pertes et des cibles atteintes. C'est ça. Et comment ils vivent ça sur le terrain? C'est incroyable, c'est une sorte, on le dit encore une fois de manière froide, mais c'est comme si on avait un peu gamifié le fait guerrier, quoi. C'est ça, c'est un peu une course au score. Et en fait, plus j'ai de points, plus on va me donner de moyens pour remplir ma mission, plus on va me donner d'argent. Mais effectivement, c'est une approche à la fois très, très, jeu vidéo. Un peu, hein. Voilà, mais qui, à l'autre bout, se traduit aussi de manière très concrète. J'allais dire, si on met de côté le débat moral sur le sujet et qu'on analyse la question très froidement sur son efficacité, ce que vous remarquez, est-ce que ça augmente l'engagement? Est-ce que ça développe l'innovation? Ou au contraire, parce que j'imagine que ça peut avoir aussi des biais de compétition, où on va se mesurer par rapport aux brigades annexes plutôt que se concentrer sur l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez de ce système? Une lecture assez froide, mais je pense que c'est plutôt bénéfique pour les unités. Ouais. C'est à la fois stimulant. Voilà, c'est une forme. Il y a de la mesure d'impact. C'est ça, c'est une forme de challenge, et puis c'est quantifiable. Donc voilà, telle semaine ou tel mois, j'ai fait tant de cibles, donc donnez-moi tant de moyens. C'est presque l'irruption du monde privé, de l'entreprise, avec on vous donne des KPI, enfin des chiffres à suivre, on suit vos données en permanence et on récompense si ça se passe bien, si ça passe bien. C'est vraiment incroyable et c'est le signe aussi c'est un autre exemple pour l'hybridation entre le civil et le militaire. Je poursuis sur l'innovation. On a vu que le drone, en tout cas, il est considéré comme un game changer par rapport à l'histoire stratégique du fait guerrier. À votre avis, quels peuvent être les prochains game changers? Évidemment, ce serait trop prophétique de dire, mais quelles sont les pistes là qui sont suivies par les parties prenantes où on cherche vraiment à avoir une innovation de rupture pour gagner cette guerre? Alors, sur la notion de game changer, moi, je serais plus réservé. Parce que s'il y en avait vraiment un des deux camps l'aurait emporté. Donc en fait, c'est pas tant un game changer parce que ça reste quand même très équilibré. Ça reste très très équilibré, c'est-à-dire que le glaive, le bouclier, c'est en permanence. L'avenir, il est forcément dans les objets non habités. L'avenir va passer dans les objets non habités, dans la couche d'intelligence artificielle
qu'on mettra dans ces objets. Donc encore une fois, que ça soit par terre, dans les airs ou sur la mer, peu importe. Et puis, pour le chef, hein, on est toujours en fait dans le combinatoire. On est toujours dans la combinaison des moyens, c'est-à-dire en fait comment est-ce que le chef va être suffisamment formé, donc habile, pour en fait combiner les hommes et les machines. J'ai écouté un expert de ces sujets, et notamment d'armement, qui a une remarque intéressante. Il dit qu'il ne faut pas forcément faire de la robotisation, l'alpha et l'oméga des prochaines guerres, pour une raison simple, c'est que lui, il pense que la robotisation est le fait de sociétés et de pays là qui sont partie prenante dans la guerre en cours, qui ont un problème de population. Et il dit par exemple que dans le cas d'une troisième guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine, les Chinois n'auraient pas le même problème de rareté du capital humain. Donc ils ne seraient pas forcément amenés à pousser autant que nous le sujet du drone ou de la robotique, qui est symptomatique pour lui d'armées et de nations confrontées au manque d'hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Alors, je pense qu'il y a au moins deux choses. La première, nous, soldats de l'armée de terre, jusqu'à preuve du contraire, celui qui tient le terrain, c'est le soldat. Alors, pour tenir le terrain, il faut du soldat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, elle est plus sur la notion d'appréciation de situation, voire d'intuition. Jusqu'à preuve du contraire, une machine ne peut pas faire ça. Donc, en fait, le chef... L'intelligence sur le terrain. Le chef, il a encore toute sa place d'intelligence de situation, de perception. Voilà, comme on dit, je la sens pas. C'est un peu vulgaire, mais en fait, c'est ça, c'est que l'intuition, pour l'instant, c'est pas du 0 et du 1. L'intuition, c'est la formation du chef, c'est son expérience, c'est ses subordonnés qui vont me remonter un certain nombre de choses, et avec ça, il va se construire sa situation et la perception qu'il en a. Et malgré tout ce qu'on voit actuellement, une machine n'est pas complètement capable de faire ça. Pour l'instant, en tout cas, non. Alors, une autre manière de poser la question, vous avez eu tous les grades d'officiers dans l'armée de terre. Vous avez vécu un certain nombre d'opérations extérieures, intérieures, pendant votre première partie de carrière et la seconde. Qu'est-ce qui, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez retrouvé de votre expérience sur le terrain là, en Ukraine, et qu'est-ce qui et face à quoi vous vous sentiez peut-être mal formé ou désarmé par rapport à l'expérience qui était la vôtre? Alors, ce qui est notable, à la fois par rapport à notre expérience, parce que c'est une expérience qui est partagée, hein, par rapport à notre expérience et ce qu'on a observé sur le terrain, notamment au début du conflit, un des traits caractéristiques, c'est la notion d'initiative. C'est-à-dire que une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons de l'échec des Russes face à Kiev, c'est en fait l'absence d'initiative à tous les niveaux tactiques et en particulier au plus bas échelon. Le 9 mars 2022, les forces armées de la Fédération de Russie, donc là on est à l'est de Kiev, tombent dans une embuscade près d'une localité qui s'appelle Brovary, à Skibnin. On a vu ces images, parce que vous vous souvenez, vous avez en fait des colonnes de chars qui sont en train de faire demi-tour et qui sont prises à la fois dans une embuscade, tir indirect d'artillerie et puis tir direct de missiles anti-chars. Et là, ce qui nous, officiers de l'armée française, nous saute aux yeux, c'est l'absence de réaction sous le feu. C'est l'absence d'initiative. Le chef de char, visiblement, il ne sait pas comment faire. Le chef de section, le chef de peloton, soit il est débordé, soit il ne comprend pas, il ne donne pas d'ordre. Et c'est comme ça que en fait, vous perdez 10, 20, 30, 40 véhicules sur le même axe la même journée. Donc, de notre expérience, c'est ça, c'est la notion d'initiative au plus bas niveau, être capable de faire face. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, dans les invariants, c'est l'homme sur le terrain. C'est l'homme sur le terrain. C'est-à-dire tout ce qu'on met derrière, la rusticité, derrière être et durer, ça n'a jamais été aussi valable. Comment dans un cas comme dans l'autre, quand vous étiez chef de corps, vous aviez à commander, je sais pas, environ 1200, 1500 hommes, quand vous étiez chef de corps, comment vous diffusiez, cet esprit d'initiative, cet esprit guerrier, de résistance, de rusticité sur le terrain?
Alors sur le deuxième volet, ce sont les ficelles, on va dire, traditionnelles. Donc c'est le sport, c'est ce qu'on appelait avant la vie en campagne, c'est être sur le terrain, c'est faire face aux conditions météo qui sont défavorables. C'est Aguerrir le soldat. le soldat de l'armée de terre, l'aguerrir, il faut le mettre dehors. Ça, c'est une chose. Sur le premier point, cultiver l'initiative. Par exemple, avant qu'un escadron aille au Santac, je recevais les cadres de l'escadron. Ou c'est un centre. Pardon, c'est le centre d'entraînement tactique. Donc c'est un centre où le capitaine commandant va être, ou le chef de corps va être évalué. Et je leur disais, tu vas te faire avoir avec ça, tu vas te faire avoir parce que tu feras ça, ou tu vas te faire avoir parce que tu feras pas. Ah non, 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 mon colonel, non, 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 ça va pas m'arriver. Et notamment les distances, les élongations, les gens qui sont les uns sur les autres. Donc en fait, ça reste finalement des recettes assez simples, assez traditionnelles, mais qu'il faut continuer à cultiver. Et cet esprit d'initiative, qui est aussi acquis en école de formation initiale, donc pour les officiers, pour les sous-officiers, eh bien, c'est une des clés de la réussite. Comment est-ce qu'on instaure une culture de l'initiative? Alors la culture de l'initiative, c'est la confiance. C'est la confiance. C'est-à-dire que il ne faut pas que le subordonné ait peur de mal faire. Il ne faut pas que le subordonné soit bridé par un échec possible. Ça a été également observé dans ce conflit, des deux côtés, mais d'une manière assez criante tout au début du côté russe. C'est-à-dire qu'en fait, des défauts de compte-rendu. On me demande d'être à telle heure, à tel endroit. Si je suis 2 heures après, bah non, je vais dire que j'y suis quand même à l'heure, parce que sinon, je me fais mal voir, c'est pas bien, etc. Par peur des sanctions. Par peur des sanctions, et voilà, par peur de tout un tas de choses. Donc il faut aussi, nous, dans notre formation, dans la manière dont on éduque les subordonnés, mais c'est la même chose en famille avec les enfants, c'est la même chose à l'école. Il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, on s'en nourrit, et puis c'est une expérience comme une autre. Maintenant, parlons de la formation des chefs. Si vous étiez à nouveau le lieutenant, vous avez été il y a quelques années, quelles sont les compétences que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez insister aujourd'hui au regard de ce que vous avez vécu en Ukraine? Je pense que le chapeau, mais qui est aussi le socle, c'est forger les corps et les cœurs. Ça reste un métier qui est difficile physiquement. Ça reste un métier qui est difficile émotionnellement, ça reste un métier qui est difficile intellectuellement. Donc ça passe par, voilà, il faut forger l'outil, il faut forger les corps et les cœurs. Les deux leviers traditionnels, c'est la sélection et la formation. Donc en fonction d'un métier, en fonction d'une mission, sur des critères que l'on établit, qui sont propres à certaines spécialités, etc., on sélectionne. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas retenu n'est pas bon, mais juste il ne correspond pas. Et après, ensuite, on forme. Et ce processus-là, on observe tout au long d'une carrière, il est permanent. C'est-à-dire que lieutenant, capitaine, etc., voilà, vous êtes sélectionné, formé, sélectionné, formé. Et en fait, la qualité de l'outil, elle va reposer là-dessus. Mais ça veut dire quoi, former les cœurs? Former les cœurs, c'est... Je vous prends un exemple très concret. Dans certaines brigades ukrainiennes, sur les champs de tir, sur les terrains de manœuvre, ils déposent des carcasses d'animaux qui laissent pourrir. Donc, c'est rebutant, ça sent mauvais. Odeurs, ouais. Visuellement, on a envie de passer à côté. Mais en fait, la réalité du champ de bataille, c'est aussi ça. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'un soldat chez nous qui n'aurait jamais été exposé à la vue du sang, à un cadavre, à des situations un peu critiques, la première goutte de sang, voilà, il ne va plus être des nôtres. Donc, c'est cet aspect-là de la réalité, du contact avec des choses qui sont un petit peu répulsives. Ça, et puis, la deuxième chose, c'est le travail sur la volonté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça soit un peu difficile, il faut que ça demande des efforts, il faut que ça demande des sacrifices, parce que la réalité du combat, elle va nous l'imposer.
Est-ce qu'il y a des qualités du chef que, à l'issue de ce que vous avez vu en Ukraine et donc des changements que ça peut avoir sur le champ de bataille, parce que là finalement c'est des qualités et c'est des compétences qu'on développait déjà, qui C'est étaient ça. déjà dans notre focale. Qu'est-ce qui, selon vous, doit nous amener à réinterroger la manière dont on forme nos chefs dans l'armée au prisme de ce que vous avez vu en Ukraine? De ce que je connais de la formation actuelle dans l'armée de terre, très très peu de choses. Très très peu de choses. Je pense qu'on a des soldats, des cadres à tous les niveaux qui sont extrêmement bien formés. Ce que nous avons observé sur cette guerre-là, en fait, le fond du conflit en lui-même, c'est ce qu'on appelle les invariants, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises. Eh bien, en fait, c'est cette permanence-là, des choses qu'on a toujours vécues, l'aptitude à dormir dehors, l'aptitude à durer, l'aptitude à faire face à la météo qui est mauvaise, aux aléas, aux cas non conformes. Ben, ce sont des choses qui sont cultivées depuis des années et qui continuent à être inculquées et apprises. Écoutez, merci beaucoup. Je voudrais terminer par un questionnaire. Alors là, on va un petit peu moins rentrer dans les détails, mais après, vous aurez l'occasion de développer s'il le faut. Un questionnaire à réaction flash. Donc l'idée, c'est répondre comme un soldat, affirmatif, négatif. Vous avez le joker reçu comme pour tout soldat, mais je vous demande, après, si jamais vous voulez développer une de ces questions, qu'on prendra le temps. Dans un premier temps, d'abord des questions, des réponses par oui ou par non. Alors, première question, mon colonel, la Russie a-t-elle renoncé à une guerre tactique pour mener plutôt une guerre d'usure? Non. Je ne m'attendais pas à cette réponse, on la développe juste après. L'Ukraine peut-elle encore gagner cette guerre? Là, je ne peux pas répondre par oui ou par non, parce qu'il faut définir la victoire et ça serait l'objet d'un autre rendez-vous. Intéressant. Eh ben, on en parle juste après, on aura un peu de temps. Est-ce qu'il peut encore y avoir un droit de la guerre, c'est-à-dire l'interdiction de certaines armes? On a vu que dans ce conflit, quasiment toutes les interdictions ont sauté. La réponse clinique, c'est non. Une armée aujourd'hui peut-elle gagner sans percer? Oui, La guerre sera-t-elle des drones contre des drones? non, Après l'Ukraine, l'armée russe va-t-elle continuer? oui, Les prochaines guerres auront-elles la transparence du champ de bataille? non. Alors, je voudrais qu'on développe sur les premières questions. Donc d'abord, moi, en tout cas, c'est mon interprétation est vraiment de très très loin. On a l'impression qu'évidemment, on a quitté la guerre de mouvement depuis un certain temps et qu'on est tombé dans une guerre plutôt de position. Le front bouge peu. Est-ce que les Russes, comme par exemple, voilà, je lisais dans le livre d'Olivier Norek, on a l'impression qu'ils sont passés dans un logiciel où c'est plutôt l'usure. Ils cherchent à épuiser les ressources humaines de l'Ukraine et épuiser ses forces morales. Est-ce que c'est ça leur tactique aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont encore l'intention de gagner tactiquement? Eh bien, en fait, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une guerre d'usure qui est en fait une guerre d'usure des ressources. Ça, c'est une chose. Maintenant, au plus bas niveau tactique, oui, il continue à y avoir des percées, alors certes de faible amplitude, mais il continue à y avoir du grignotage, il continue à y avoir un petit peu de mouvement et une forme de progression des forces armées de la Fédération de Russie. Mais vous croyez que là, s'ils gagnent, ce sera, encore une fois, c'est facile de faire des prophéties, hein, mais s'ils gagnent, la chose la plus importante actuellement, c'est plutôt la partie usure, non? Ce qui va en fait structurer tout le reste, c'est ça. Ouais. Ça va partir des ressources. Ils ont des réserves d'hydrocarbures illimitées, ils ont des réserves en hommes qui sont beaucoup plus importantes que celles de l'Ukraine, donc c'est le plus gros paramètre. Sur les capacités de l'Ukraine à gagner cette guerre? Alors, avis personnel, les territoires perdus ne peuvent pas être reconquis. Intéressant. Pourquoi? Les territoires perdus ne peuvent pas être reconquis pour une question en fait de nombre. De nombre. Donc on a dit précédemment que la notion de rapport de force tactique, elle est encore pertinente. Et donc là, en fait, il n'y a pas assez de monde. Est-ce qu'on est capable d'établir un ratio, mettons, voilà combien d'hommes il faut pour gagner 1 km², pour le dire froidement et clinique, hein, c'est encore une fois, on ne se situe pas dans ce débat dans le champ de la morale, mais on peut établir ces ratios, et au ratio actuel, il ne serait pas capable en termes de moyens de récupérer les terrains. Il y a à la fois ce mode de calcul,
il y a à la fois le nombre de combattants qui sont mis hors d'état hors de de combat, combattre, ouais. et puis un réservoir de population qui n'est pas du tout le même. Et finalement, ça amène à la question sur les percées. Euh, est-ce qu'on croit encore à des grandes offensives? Est-ce qu'une percée telle qu'on a pu les connaître dans d'autres conflits auparavant, Non, qui permettent à un point du front de désorganiser l'ensemble, est-ce que ça, c'est encore des choses qui sont possibles aujourd'hui? non, là on va être plutôt dans, on va dire, dans de l'attrition par grignotage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que on va progresser très lentement Hmm. sur des ratios, par exemple, hebdomadaires de territoires conquis qui sont assez faibles, mais en fait qui ne s'arrêtent pas. Donc en fait, il ne va pas y avoir une percée de 30 km, mais voilà, par morcellement, par attrition, d'une manière comme ça successive, eh bien, un camp va gagner du terrain. Mais en même temps, ça c'était le cas par exemple dans la Première Guerre mondiale, où il y a une Oui, phase du conflit où en effet chacun essaie juste de grignoter la ligne de front, gagner une poche, par exemple au fort de Douaumont à Verdun. On cherche à gagner des petites poches pour construire une cohésion du front. Et puis d'un coup, le mouvement revient. Là c'est quelque chose c'est un scénario qui vous paraît improbable. alors que vraiment le mouvement d'ampleur revienne, ça me paraît assez improbable. Intéressant. La ligne de contact, elle est quand même très fortifiée. Elle est quand même très fortifiée sur la profondeur, donc de part et d'autre de ce qu'on appelle la ligne zéro, que ce soit avec des tranchées, des obstacles contre la manœuvre, etc. Et là, pour le coup, sur cette bande-là, c'est quand même assez Mm. transparent. Donc pour revenir à la percée, vous étiez à la tête d'un régiment de chars de combat, donc quelque part le, le- 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 le mouvement le mouvement au cœur des tactiques des chars de combat, c'est cette percée. Quel est votre regard? Vous le voyez avec, vous vous dites que du coup l'emploi de votre arme d'origine, elle est à repenser. Quel va être son rôle dans le futur, au-delà des frappes indirectes dont vous parlez tout à l'heure? Alors, c'est à repenser oui et non, parce que pas de conclusion définitive, Hmm. on ne peut pas faire de copier-coller. Ce que l'on observe actuellement, ça a une valeur relative, ça n'a pas une valeur absolue. Bien malin, celui qui pourrait Hmm. dire ça se passera comme ça se reproduira de telle manière. Donc la nature de l'ennemi, la nature du terrain, évidemment, le char sera toujours utile, l'hélicoptère sera toujours utile, la combinaison des moyens, ça sera la clé du succès. Donc, qu'est-ce que vous diriez à un jeune chef de peloton dans son char de combat, un cavalier? Qu'est-ce que vous lui diriez sur les guerres à venir et comment il doit se préparer? Eh ben, il faut qu'il se prépare comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire à être malin, à faire preuve d'initiative et à être capable eh bien, de porter le feu chez l'ennemi. Hmm. Allez, on développe la question suivante. Vous avez dit, bon, ça on l'a déjà réglé, que ce ne sera pas une guerre de drones contre des drones, mais après, vous avez donné cette réponse. Est-ce que les Russes, après l'Ukraine, continueront? Vous m'avez dit oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, le but tactique, euh, il était finalement assez flou. Au déclenchement de la guerre, vous voulez dire? C'est-à-dire qu'au déclenchement de la guerre, pourquoi essayer de s'emparer de la capitale? Ok, peut-être pour faire tomber le pouvoir. Bon, finalement, le président Zelensky n'a jamais quitté Kiev, ça ne s'est pas produit de cette manière. Ensuite, il y a eu un mouvement grand mouvement stratégique d'ampleur, pour redisposer les forces ailleurs. Euh, Pourquoi, en fait, s'arrêterait-il? Hmm. C'est en fait, moi, la question que je me pose. Pourquoi s'arrêterait-il? Je ne dis pas qu'il y a une menace existentielle, telle que la vivent les Ukrainiens aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient là? Quand on fait juste un calcul des pertes et des gains de Vladimir Poutine, on se demande en effet ce qui l'amènerait à arrêter la guerre ou à s'arrêter là. C'est ça. Et enfin sur la transparence du champ de bataille, parce que c'est devenu un totem là, de la guerre, où on se dit ouais, tout le monde sait ce qui se passe partout. Et ça, vous pensez qu'il est possible qu'elle n'ait pas lieu dans la prochaine guerre? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, il y a toujours des parades. Je peux prendre deux exemples de ce qui est utilisé sur le terrain. Par exemple, vous avez, alors l'appellation peut faire sourire, mais vous avez des capes d'invisibilité. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises néerlandaises, tchèques et autres qui fabriquent des espèces de ponchos avec capuche. Et en fait, vous disparaissez soit à la thermique, soit à l'infrarouge.
Donc en fait, on est dans la dissimulation, on est dans le camouflage. Donc ça, c'est une chose. Donc oui, parmi les choses qui ne changent pas, ça c'est un des gros éléments de votre travail, c'est de dire Ça. le camouflage reste l'alpha et l'oméga à tous les niveaux du combat. Le camouflage, la dissimulation. Voilà. Et deuxièmement, eh bien, c'est diversion, déception. C'est-à-dire que je pense que l'on est durablement capable de mettre le brouillard dans la tête de l'adversaire. On est durablement capable de le leurrer. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure, donc des structures, les canons à son. des canons à son, et puis par exemple des structures gonflables. Les structures gonflables, on a observé à plusieurs reprises que c'est assorti, mais c'est des choses qui ont 100 ans, de fausses traces d'engins dans les champs. Et donc en fait, en première approche, comme on dit, un regard un petit peu rapide, dire « Ah ben non, mais c'est du vrai matériel, parce que regarde, dans le champ de blé, on voit bien les traces, il s'est garé comme ça. » Mais les traces, effectivement, sont réelles, mais l'engin est faux. Donc cette capacité-là de semer le doute, la surprise, ça demeurera toujours un facteur de supériorité opérationnelle. Le 1er juin dernier, il y a une opération, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Spiderweb, voilà, où en fait les forces armées ukrainiennes sont allées taper profondément en territoire russe avec des drones, des aérodromes sur lesquels étaient stationnés des bombardiers stratégiques. Si on fait vraiment un ratio des pertes, vous utilisez en territoire russe 5 camions, 117 drones FPV, et vous mettez hors de combat 19 bombardiers stratégiques, dont 12 bombardiers supersoniques. Donc en fait, la surprise, elle sera toujours possible. C'est cette opération, pour que ceux qui nous écoutent le sachent, c'est ces camions qui ont libéré des milliers de drones, qui sont allés frapper très profondément dans le territoire russe sur des matériels stratégiques, parce que je crois qu'il y avait aussi des porteurs d'engins nucléaires, non, qui possiblement peuvent porter des vecteurs nucléaires. Allez, si on prenait 1 minute pour faire une synthèse, ce qui change pas dans la guerre aujourd'hui, dans tout ce que vous avez dit. Alors, ce qui ne change pas, les hommes tiennent le terrain, l'intuition, l'appréciation de situation, c'est l'homme et c'est pas la machine. Ce qui change, c'est la technologie qui est partout, c'est l'agilité et c'est le fameux « ça dépend ». C'est-à-dire qu'encore une fois, le pragmatisme doit l'emporter sur le dogmatisme. Est-ce qu'il faut une petite dose de désobéissance chez les chefs militaires sur le terrain? Alors la désobéissance, je n'irai pas jusque-là, mais il faut de l'initiative. Il faut de l'initiative à bon escient. Et oui, parfois, il faut être un petit peu malin, bien sûr. C'est le général Lecointre qui disait que l'initiative était la forme la plus sophistiquée d'obéissance. Et alors, vous avez parlé de camouflage, ça m'amène à un questionnaire que je pose à tous les invités, questionnaire inspiré par Bernard Pivot. Vous, à titre personnel, si vous étiez un expert en camouflage, vous iriez espionner quoi aujourd'hui? C'est une question assez vaste. Non, j'ai pas en fait cette fibre-là pour aller espionner. Non, donc, vous ne voudriez pas être dans un état-major russe ou chinois? Non, pas spécialement. Non. Que répondez-vous à la petite voix intérieure qui dit « abandonne » ? Non, c'est le fameux never give up. C'est aussi pour ça qu'on est payé. Non, on n'abandonne pas, et surtout pas la mission. Votre juron, gros mot ou blasphème favori, et vous avez le droit aux langues étrangères. Joder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, mais ça, je ne peux pas le dire. Et c'est dans quelle langue? C'est de l'espagnol. D'accord. Votre patrie, si ce n'était pas la France? Je ne sais plus qui disait « ma patrie, c'est là où je suis bien ». La devise que vous graveriez sur votre épée, et d'ailleurs vous en avez une, peut-être la devise que vous avez gravée sur votre épée? Alors c'est pas celle que j'ai gravée sur mon épée, mais c'était un peu ma devise, voire ma rengaine, notamment quand j'étais chef de corps. On veille les uns sur les autres. On veille les uns sur les autres. Mon collègue, au nom de quoi pourriez-vous mourir? Au nom de plein de choses. Pour notre pays, pour nos valeurs, pour nos familles. Et si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? Je lui dirais « va des rétro, Satanas ». Merci, mon collègue. Et je vous en prie.
Si vous êtes encore avec nous, je pense que d'autres épisodes de Quartier Libre peuvent vous intéresser, notamment celui que j'ai tourné avec Vadim, qui est un soldat ukrainien de 21 ans. Il a été déployé plusieurs fois sur la ligne de front pendant presque 3 ans, notamment à Bakhmout, qui a été la plus grande bataille depuis la Seconde Guerre mondiale. On dit même le broyeur à humains. Il m'a raconté ce que c'était d'être là-bas. Il était pilote de drone FPV, dont a beaucoup parlé le colonel, donc je suis sûr que ça vous intéressera. Merci à tous et on se retrouve donc sur la chaîne de l'Armée de Terre Recrute. À bientôt. Armée de Terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'Armée de Terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.